pour la discussion. Merci Samir. Merci Monsieur Martin, merci à l'ensemble donc du comité scientifique et du comité d'organisation pour cette invitation. Je suis très heureux donc d'être ici parmi vous et puis donc et de retrouver des amis, en particulier François Lelouch et l'ensemble des intervenants. Donc, on m'a demandé d'essayer de parler de la ventilation dite protectrice chez les patients ayant des poumons sains, et bien évidemment une grande partie de la présentation va se centrer sur les patients en période périopératoire. Le plan que je vous propose est le suivant, donc 3 parties, quelques rappels pour les plus jeunes d'entre vous, donner les derniers éléments des datas, j'allais dire, de la médecine factuelle en 2013, puisqu'il y a eu des publications assez convaincantes, et finir sur des messages assez simples. Alors le rappel, c'est que les concepts de réanimation et d'anesthésie doivent aujourd'hui vraiment essayer de passer de l'un à l'autre, et c'est ce qu'on essaie en tout cas de développer dans plusieurs équipes. Dans notre équipe de Montpellier, c'est ce qu'on a pris comme thématique, d'essayer de transférer les expertises de l'un et de l'autre, et parmi lesquelles la ventilation. Donc on a développé un concept avec mon camarade Emmanuel Futier qui travaille avec Clermont-Ferrand, le concept de la ventilation périopératoire positive prophylactique. Alors je vais vous expliquer en détail. L'idée, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la période péropératoire. Effectivement, donc il faut protéger les poumons en période péropératoire, mais vraisemblablement, il faut regarder le patient dans son ensemble dès le début, c'est-à-dire dès la préoxygénation, dès le préopératoire, et probablement dès le post-opératoire. Il faut anticiper pour protéger ce poumon et non pas uniquement une seule partie. Donc c'est vraiment un continuum. C'est pour ça qu'on a développé ce concept de POP ventilation qui sera publié en détail dans les prochaines semaines dans la revue Anesthésiologie. Et l'idée, c'est d'essayer de protéger le poumon dans toutes ses composantes et surtout lorsqu'il est encore indemne de toute pathologie. Alors, la ventilation au bloc opératoire a 2 objectifs essentiels. Bien évidemment, d'assurer les échanges gazeux, assurer tout d'abord l'oxygénation et assurer la ventilation, 2 choses différentes et complémentaires. Mais surtout, et c'est ce qu'on a vraiment développé ces dernières années dans ce domaine, c'est on a vu que, issu des données de la littérature de réanimation du SDRA, il fallait peut-être aussi optimiser les paramètres ventilatoires afin d'éviter donc des barreaux volotraumatismes. Donc cette diapositive, vous la connaissez, c'est tout le principe des lésions induites par la ventilation. Il y a plusieurs types de lésions induites par la ventilation sur des alvéoles saines, donc le barotrauma, donc des pressions très élevées, des lésions de volotrauma, des volumes très importants, mais aussi des lésions d'alectotrauma, ça veut dire si le poumon est refermé et donc ils ne sont pas ouverts. Donc le problème, c'est comme dans le SDR1, c'est-à-dire il faut maintenir les alvéoles ouvertes donc pour éviter l'alectotrauma, pas trop ouvertes pour pas trop les surdistendre et donc léser le poumon. Donc comment faire ça? Ça va être le concept de la ventilation protectrice péropératoire, et la particularité en péropératoire, c'est qu'il n'y a pas une seule agression, comme le patient de réanimation où l'agression majeure est souvent la ventilation et sa pathologie pour laquelle il est admis en réa, mais le concept du multiple hits theory en péropératoire, c'est qu'il y a aussi d'autres agressions que la ventilation, et au premier plan, il y a l'agression dite chirurgicale qui est nécessaire, et donc tout ceci va induire des syndromes inflammatoires locaux mais aussi généralisés qui vont aller atteindre le poumon. Donc il faut vraiment avoir une approche multiple dans ce contexte-là. Alors aujourd'hui, la littérature anesthésique ces dernières années vraiment s'est enrichie et on a des données assez intéressantes, et en particulier par exemple on commence à identifier de mieux en mieux les patients à risque, parce que si on applique la théorie de la ventilation protectrice chez les patients à risque, on peut encore diminuer ces complications. Alors ici, un des scores, une des études épidémiologiques assez importantes, c'est cette étude publiée cette année qui montre que la survenue d'une insuffisance respiratoire dans les 3 jours suivant la chirurgie est associée à un risque de surmortalité. Et quand vous voyez le chiffre ici, on passe de 0,3% chez des patients qui ont une chirurgie tout venant à 16% de mortalité. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver après la bataille, mais c'est d'essayer de prévenir cette insuffisance respiratoire aiguë. Et lorsqu'on regarde d'autres études plus anciennes, on retrouve toujours au premier plan les complications cardiovasculaires, bien évidemment, mais essentiellement les complications respiratoires. Et donc, c'est-à-dire que le poumon est vraiment un organe cible. Et cette étude encore plus intéressante, et là c'est assez intéressant, en tout cas dans la littérature anesthésique et chirurgicale,
c'est que l'impact des complications pulmonaires ne va pas impacter le patient uniquement sur la durée de séjour, dans les 30 jours par exemple, mais aussi 10 à 15 ans après, et ça c'est assez impressionnant. Alors donc certains disent que cette étude est trop illustrative pour être vraie, mais en tout cas c'est les datas et c'est publié quand même dans une grande revue de chirurgie. Et un patient qui a développé une complication respiratoire post-opératoire dans les jours qui suivent sa chirurgie, on va avoir un impact 10 à 15 ans après. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il faut tout faire pour essayer d'éviter la survenue de ces complications, comme on l'a vu ici. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que la ventilation, il y a plusieurs paramètres. Tous les facteurs de risque qui sont liés aux patients, on les connaît, à la chirurgie et à l'anesthésie, et en particulier les paramètres ventilatoires, c'est donc là-dessus que je vais me centraliser. Alors, pour bien comprendre la ventilation, il faut reprendre un petit peu d'historique qui est résumé, on va dire assez brièvement sur cette diapo. Là, il y a 50 ans de résumé de la ventilation mécanique artificielle, et le premier papier qui a un peu modifié les choses sur lesquelles je vais revenir, c'est le papier de Ben Dixon, et l'évolution a été vers une progression vers la réduction des volumes courants dans un premier temps, mais on verra que dans un second temps, il y a eu l'association d'une pression expiratoire positive, d'une PEP, et également des manœuvres de recrutement. Tout ça pour arriver à l'événement marquant. On va dire qu'il y avait avant 2000 et après 2000. Et avant 2000, on était à l'époque des grands volumes courants, et après 2000, on est à l'époque des petits ou des volumes courants dits modérés. Et c'est pour ça qu'on a donc ce concept de la ventilation protectrice qui apparaît partout à partir des années 2000, au point même où sur un édito de Neil Ferguson qui accompagnait une méta-analyse que je vais vous montrer, on se posait la question s'il ne fallait pas finalement mettre tout le monde à des petits volumes courants et revenir sur le concept de grands volumes courants. Alors, ça, c'est les choses que je vous ai montrées tout à l'heure plus détaillées, donc que vous retrouverez dans le papier que je vous ai cité tout à l'heure. Donc il faut tout faire pour éviter l'atélectotrauma, donc c'est-à-dire éviter que le poumon se referme, et ça on n'a pas toujours cette tendance. Donc là c'est le rôle de la PEP qui évite que le poumon se referme, éviter le volo-barotrauma, qu'on ait des grands volumes, et tout ceci en limitant aussi les agressions extra-pulmonaires, donc les agressions chirurgicales et autres type polytransfusion. Donc vous l'avez, cette diapo, vous la connaissez bien, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Éviter donc le dérecrutement par l'utilisation de trop petits volumes courants et pas de PEP, mais éviter aussi à l'extrême l'overdistension. Donc la même chose vue sous la courbe en U que l'on peut mettre dans n'importe quelle présentation. Vous avez en ordonnée ici le risque périopératoire de morbidité, et bien évidemment c'est toujours comme ça, c'est toujours une courbe en U, c'est-à-dire trop petit le volume, c'est pas bon puisqu'on va entraîner des atélectasies. Trop grand le volume, c'est pas bon puisqu'on va entraîner des lésions de volo-barotraumatisme. Donc probablement le volume courant va se situer entre les deux, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui qu'au-delà de 10-12 c'est pas bon, et on sait qu'en dessous de 3-4 probablement c'est pas bon de façon isolée. Je vous recommande cette review qui est parue dans le New England d'Arthur Stretsky, qui est peut-être la meilleure à ce jour qui est faite. Il faut absolument la lire. C'est vraiment un bijou ce papier. Et Arthur a fait un travail extraordinaire là-dessus avec Marco Ranieri. Et ce qui est intéressant pour moi en tout cas, c'est qu'apparaît cette fois non pas que la RDS, parce que jusqu'à présent c'était essentiellement la RDS. Il y a eu ensuite un papier sur les donneurs d'organes qui montrait que l'intérêt de la ventilation protectrice était bonne aussi pour les greffons, mais on voit apparaître aujourd'hui des patients avec des poumons normaux, que ce soit en réanimation ou au bloc opératoire. Donc vraiment, il faut absolument lire ça, c'est pédagogiquement extrêmement bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données aujourd'hui allant de ce sens? On a un des premiers papiers de l'équipe de la Mayo Clinic de Gagic qui montrait que, en fait, c'est une analyse rétrospective du manque de données sur 330 patients. Ils prennent tous les patients, ils regardent tous les patients à l'admission avec des poumons sains. Donc ils sont intubés soit pour des causes neurologiques ou autres. Et ils regardent, donc c'est une étude purement descriptive, et ils séparent les patients qui ont eu un volume courant supérieur à 12 ml/kg de poids idéal théorique. Je suis désolé, je n'ai pas de pointeur, mais je vais utiliser la flèche. Et ceux qui ont eu un volume courant inférieur à 9 ml/kg de poids idéal théorique. Et vous voyez cette relation linéaire, donc c'est-à-dire que lorsque vous avez des hauts volumes, vous avez 30% de risque de développer un acute lung injury, donc ça veut dire un SDRA, et peut-être vous vous posez les questions pour les plus anciens, que peut-être on voit moins de SDRA aujourd'hui chez ce type de patients parce qu'on a plutôt tendance à aller vers des volumes plus bas, donc on serait plutôt inférieur à 9-10 aujourd'hui dans les pratiques courantes que plutôt supérieur à 12. Une autre étude, qui était la première étude en fait
dans ce contexte, c'est l'équipe de Marcus Schulz, l'équipe néerlandaise, où ils avaient comparé cette fois volume courant modéré ou petit, on peut l'appeler, 6 ml/kg versus 10 ml/kg. Et par contre, ils avaient une PEP identique dans les deux groupes. Et ils avaient regardé comme critère de jugement principal l'apparition d'un acute lung injury ou d'un ARDS. Et sur cette courbe de Kaplan-Meier, les patients qui avaient un volume courant à 10 ml/kg, donc c'est pas énorme déjà, avaient plus, donc 13% versus environ 2,6% de développer une insuffisance respiratoire aiguë, avec tous les autres arguments qui allaient dans le même sens, c'est-à-dire tous les médiateurs pro-inflammatoires, en particulier pro-inflammatoires dans les prélèvements respiratoires. Donc c'est vraiment un argument fort. Cette étude avait été arrêtée dans l'analyse intermédiaire et il n'y avait pas de différence dans la mortalité sur cette petite cohorte. Donc c'est quand même des arguments assez forts pour dire que chez les sujets sains, c'était important de limiter le volume. Ensuite, on va dire, c'est ce qui est un des arguments les plus solides jusqu'à l'année dernière, cette méta-analyse de Harry Serpanetto. En fait, c'est une analyse brésilio-néerlandaise où ils ont repris toutes les études, réa et anesthésie bloc opératoire, où les patients avaient des poumons dits sains au moment de l'étude, et ils ont eu deux stratégies qui étaient comparées, soit petit volume, haut volume, soit ventilation protectrice ou pas de ventilation protectrice. Et vous voyez sur cette méta-analyse que globalement, quand vous les poulez, donc là c'était toutes les études, il y avait moins d'acute lung injury, donc moins de lésions pulmonaires, moins de poumons lésionnels, ou une tendance à une baisse de la mortalité dans le bras qui avait toujours un volume courant bas. Alors dans cette étude, on ne sépare pas PEP ou pas PEP. Les auteurs font la même actuellement analyse, donc elle sera publiée très prochainement sur une analyse individuelle à partir des données de 2013 et qui vont toujours dans le même sens. Donc ça veut dire que chez les patients qui ont des sujets sains, l'utilisation de volume courant modéré ou bas diminue les complications. Donc vous lirez cet édito où là se pose la question, est-ce que finalement il faut mettre tout le monde à des volumes de 6 ml/kg? La réponse est probablement oui, mais pas uniquement le volume courant bas. Il faudra associer autre chose, et c'est ce que l'on va voir sur les données issues du bloc opératoire. Donc c'est la deuxième partie où là je vais focuser sur les données récentes, et effectivement on sait que la ventilation protectrice est bénéfique chez les patients de réa en SDRA ou à poumon sain. Cependant, jusqu'en 2013, on n'avait pas de données, en tout cas prospectives et solides là-dessus. Alors, pour mieux comprendre ça, je vais juste reprendre cette diapositive que l'on connaît bien, que François aussi connaît bien. C'est l'étude Princeps qui est à l'origine de tous nos mots, en tout cas en ventilation. C'est un papier de 1963, donc c'est le dernier papier publié dans New England en termes d'anesthésie-ventilation, où les auteurs avaient comparé, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe, où les auteurs avaient comparé donc en chirurgie, c'est la chirurgie abdominale, un petit volume courant et pas de PEP. Et quand vous voyez ici en ordonnée l'oxygénation, ils avaient remarqué que durant la chirurgie, il y avait une hypoxémie qui apparaissait. Donc le message était très simple, il fallait juste mettre donc des hauts volumes courants pour éviter que le poumon se referme. Donc c'était ça le principe. Et quand ils mettaient des hauts volumes courants sur la diapo de gauche, là ici vous voyez, l'oxygénation était maintenue. Donc à partir de ce moment-là, dans tous les textbooks d'anesthésie, il y avait marqué qu'il fallait utiliser des volumes courants de 12 à 15 ml/kg. Donc en fait, si on cherche l'origine, parce que c'était une question, je me souviens d'un mail de François tout au début, il m'a dit « Samir, est-ce que tu sais pourquoi en anesthésie on utilise 10 x 10 ou 12 x 12 ?» C'était une question qui était extrêmement pertinente, tout à fait type François. On avait regardé, je lui ai dit, tu sais, 10 x 10 c'est facile à s'en souvenir, et puis 10 ml/kg c'est physiologique, on avait cherché plein de choses comme ça. Et en fait, il y avait tout ça, mais aussi il y avait ce papier-là qui était un des arguments qui disait qu'il fallait mettre des grands volumes pour éviter que le poumon se ferme. 1963, donc la PIP n'était pas encore à la mode à ce moment-là, ça apparaissait. Et donc voilà tous les mots, et y compris l'objectif était bien évidemment avec ceci, c'était d'avoir des échanges gazeux entre guillemets dans les normes. Et là c'était nos amis physiologistes qui nous avaient appris à ventiler pour avoir des gaz du sang normaux. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les choses ont évolué depuis, et puis on a bien vu que c'était plus les échanges gazeux qui devaient être la cible, mais vraisemblablement les échanges gazeux associés à des protections du barotrauma. Alors, à partir de là, on s'est intéressé à ce qui se passait dans les blocs. On a fait cette étude descriptive française, une centaine d'unités de blocs opératoires, et on a regardé comment les malades étaient ventilés. Alors, je vais aller droit au but, à ce que je voulais vous montrer. Entre volume courant et PEP, en fait, le message était que quasiment moins de 10% des patients ventilés au bloc, entre guillemets, bénéficiaient
d'une ventilation qui associe un volume courant limité, c'est-à-dire moins de 10 000 kg, et d'une PEP significative supérieure à 5 cm. Donc finalement, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, on utilisait très peu le concept de ventilation protectrice. Ce concept de ventilation protectrice, c'était l'association d'un bas volume courant, d'une PEP au-delà de 5-6 cm d'eau et des manœuvres de recrutement. Et dans ce cas-là, on avait vraiment, c'était quasiment anecdotique l'utilisation de ça. Et effectivement, c'est ce qu'on résume ici, hein, c'est ce qu'on voit, c'est que la différence entre le bloc et l'AREA, c'est les durées de ventilation de ces patients et des patients des fois plus compliqués. Alors, un des papiers les plus solides, c'est probablement, donc vous le reconnaissez peut-être, donc c'est une photo, c'est ce que je disais, en fait il n'a pas beaucoup changé depuis, François, c'est le monsieur à gauche de monsieur Martin. Globalement, c'est un des papiers les plus solides en tout cas. Il reprend donc quelque chose de très simple, hein, il reprend une base de données. Alors c'est rétrospectif, mais pour moi je pense que c'est encore plus fort rétrospectif, c'est-à-dire que c'est la vraie vie. Et là, il a un peu plus de 3400 patients, et puis il fait un truc très simple, il compare exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, des bas volumes courants ou des volumes courants modérés inférieurs à 10 000 kg de poids idéal théorique et supérieurs à 12 000 kg de poids idéal théorique. Vous l'avez compris, c'est la différence entre le rouge et le bleu. Et là, qu'est-ce qu'il retrouve? Donc vous voyez que ça se répartit à une distribution, on va dire, gaussienne. Et ce qui est intéressant, c'est quand même beaucoup de patients qui ont quand même des volumes courants plus de 12 000 kg. On retrouve exactement ce qu'on avait, nous, en chirurgie tout venant. Et puis, et la surprise est là, c'est que c'est quand même assez surprenant, puisque les patients qui avaient des volumes courants supérieurs à 12 000 kg de poids idéal théorique développaient plus de syndrome de défaillance multiviscérale, c'est ce que vous avez ici, le MOF, le Multiple Organ Failure, avaient besoin d'une durée de ventilation plus importante, ça c'est très important, avait d'autres dysfonctions d'organes, donc ça c'était résumé sur ce graphe, donc une insuffisance rénale au premier plan, donc quand même il y a un lien aussi sur d'autres organes, hein, il n'y a pas que sur le poumon, et une augmentation de la mortalité, bien que ça ne soit pas significatif, il y avait quand même une mortalité plus importante dans cette étude. Donc à partir de là, il y avait des arguments, alors c'était de la chirurgie cardiaque, mais on a des arguments qui sont assez semblables dans d'autres types de chirurgie. Alors, en étant dans les études randomisées contrôlées, alors dans les études randomisées contrôlées, on en trouve quelques-unes, essentiellement séparées en chirurgie abdominale et thoracique. Celle-là, une des récentes, c'est de la chirurgie abdominale, et là, les auteurs ont comparé 12 ml/kg versus 6,7 ml/kg. Ce qui est à noter, c'est que la PEP était la même. Alors là, c'était une étude physiologique, il y avait des paramètres on va dire fonctionnels respiratoires, et il n'y avait aucune différence dans cette étude. Simplement, dans cette étude, il fallait noter que quand même, la PEP utilisée était quand même de 5 cm d'eau, et pour ceux qui connaissent les respirateurs d'anesthésie, tous les respirateurs d'anesthésie ont quasiment 3 à 4 cm déjà de base, même quand on met une PEP à 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a ce travail italien qui est publié par Paolo Servini, où là, c'est quand même un des arguments qui est quand même le plus fort, parce que c'est une étude, on va dire, physiologique, où là, on associe déjà le concept de ventilation protectrice, c'est-à-dire une ventilation avec un volume limité, aux alentours de 7 ml/kg, une PEP, cette fois sérieuse, 10 cm d'eau, associée à des manœuvres de recrutement qui étaient des soupirs. Versus ce que les auteurs ont appelé le standard. Vous voyez déjà, c'était du standard, c'est 9 ml/kg, ce qui était déjà bas, hein, c'est pas du 12, et pas de PEP et pas de manœuvre de recrutement. Et là, on avait des arguments en faveur de moins de dysfonction respiratoire, une amélioration des échanges gazeux, et puis en particulier, ce qui ressortait ici, c'était le score CPIS modifié, c'est-à-dire c'est le score pour diagnostiquer les pneumopathies post-opératoires chez des patients non intubés, et il y avait une tendance à, en tout cas, en faveur de la ventilation protectrice. Alors, à partir de là, on avait des arguments assez forts pour mener des études. Il y a eu 2 grandes études. Une étude sponsorisée par l'ESA et qui comparait donc 2 stratégies qui étaient en fait PEP haute, PEP basse. Les volumes courants étaient maintenus à 8 ml/kg dans les deux. Donc, ce n'est pas de la ventilation protectrice, mais c'était PEP haute, PEP basse. Cette étude avait inclus 900 patients, elle est soumise à publication actuellement, donc je ne peux pas vous présenter les résultats qui vont être publiés dans les prochaines semaines. Et puis il y a l'étude française, l'étude IMPROVE, où le concept était encore dans de la chirurgie abdominale, mais là c'était vraiment un concept où on associait donc tout ce qui était bien, c'est-à-dire une ventilation avec un volume de 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique, une PEP entre 6 et 8 cm d'eau, et des manœuvres de recrutement chaque fois que cela était nécessaire ou systématiquement toutes les 30 minutes. Versus un groupe contrôle qui était 10 à 12 ml/kg de poids idéal théorique, pas de PEP et pas de manœuvre de recrutement.
Alors, cette étude a été publiée récemment, donc au mois d'août 2013. Voilà le design de l'étude, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et dans les deux bras, on avait toujours donc, des paramètres de sécurité, c'est-à-dire qu'il ne fallait jamais dépasser la pression de plateau de 30 cm d'eau et des critères pour avoir des échanges gazeux dans des valeurs physiologiques. Les critères d'inclusion étaient tous les patients âgés de plus de 40 ans et une chirurgie plus de 2 heures et des patients sélectionnés qui étaient à facteur de risque de complications post-opératoires. Les critères de non-inclusion, les deux qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y avait pas de patients obèses dans cette étude et il n'y avait pas de patients sceptiques. Donc ça sera la suite de notre IMPROVE 2 et IMPROVE 3. Le critère de jugement principal était un score composite qui incluait des complications respiratoires et des complications extra-respiratoires. Et des critères de jugement secondaire qui étaient au-delà de J7 et jusqu'à J30. Voilà les résultats. 200 patients dans chaque bras. Le protocole montrait que ces deux groupes de patients étaient identiques sur les caractères démographiques et sur les caractères physiques. Et les objectifs étaient atteints puisque dans le bras, ventilation dite non protectrice, pour ne pas dire standard, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est le standard dans les différents continents, 11 ml/kg, 6 ml/kg dans le bras, ventilation protectrice. Dans un bras, pas de PEP, 6 cm de médiane et des manœuvres de recrutement comme on l'avait vu. Les durées, vous les avez ici, hein, donc c'était des durées 1 tiers, 2 heures à 4 heures, 4 heures, 6 heures, supérieur à 6 heures. Tous les autres paramètres étaient identiques en ce qui concerne en tout cas le volume de liquide transfusé et le type de liquide transfusé et les pertes sanguines. Le critère de jugement principal, voilà le résultat majeur. Il y avait entre les deux bras une différence significative en termes de critères de jugement principal. Ici, le primary outpoint, on passait de 27,5 à 10% dans le bras ventilation protectrice. Les autres critères de jugement, quand on regarde cette courbe de Kaplan-Meier, vous voyez que la probabilité de développer une complication respiratoire extra-respiratoire est significativement différente entre les deux bras. Et ce qui est important à noter sur cette courbe, la différence est essentiellement dans les 7 premiers jours post-opératoires. De même pour le recours à l'intubation pour une ventilation invasive ou une ventilation non invasive. Donc en conclusion, le message que l'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui on sait que chez les poumons sains, vraisemblablement, il faut commencer à utiliser des ventilations protectrices, comme indiqué sur cette review que l'on recommande. Le poumon malade, on le sait depuis plusieurs années, peut-être qu'aujourd'hui on a même tendance à aller encore plus bas. C'est ce que, en tout cas, on a tendance à suggérer sur certaines études. Il faut même aller peut-être moins que 6 ml/kg chez certains patients. Et bien évidemment, il faut aller vers une ventilation dite individualisée optimale, mais on sort du sujet. Et encore une fois, je vous recommande vraiment de lire ce magnifique papier, ce magnifique review d'Arthur Sletsky. Et puis bien évidemment, pour finir là-dessus, la ventilation dans la période périopératoire ne fait partie que d'un seul point d'une stratégie globale de réhabilitation périopératoire. Il faut avoir tout bien fait pour bénéficier de ça. Voilà. Donc en conclusion, le concept de POP ventilation, c'est-à-dire cette pression positive, préventive, doit être non pas que péropératoire, mais périopératoire, préopératoire, pér et post-opératoire. Voilà, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que chez tous nos patients à sujet sain, il faut protéger le poumon avec des volumes courants limités, éviter de dépasser les 8 ml/kg, une PEP au moins de 6 cm d'eau, des manœuvres de recrutement à chaque fois qu'on induit des manœuvres de dérecrutement et probablement en pré- et en post-opératoire et pré-post-intubation, extubation, une VNI prophylactique à pression positive. Merci de votre attention. Merci Samir pour cette belle revue.